Super, merci à tous d'être là. Est-ce que vous m'entendez bien? Parce que sinon on a des gros micros avec cette enceinte-là, mais je pense que ce ne sera pas nécessaire aujourd'hui. On va passer 40 minutes maximum ensemble et le but c'est qu'on fasse une petite présentation sur le thème des attaques web DDoS. Donc on va un petit peu parler de ce que c'est qu'une attaque web DDoS, les principes, etc. Et puis on ira un petit peu plus dans le contexte actuel avec l'enjeu de ces Jeux Olympiques, l'impact que ça peut avoir, l'impact qu'on a déjà pu observer aujourd'hui, et puis des projections sur l'avenir. Donc moi je suis Pierre Cuinat, je suis ingénieur sécurité chez Check Point, donc c'est à la partie plutôt technique, et je suis accompagné de Loïc. Tu peux peut-être te présenter rapidement. Loïc Abric, Channel Account Manager chez Radware. Et on va vous expliquer peut-être en première partie pourquoi Radware est là Oui. À côté de Check Point. Absolument. Alors, voilà l'agenda. On va regarder un petit peu pour que tout le monde soit au même niveau de quoi on parle quand on parle de DDoS et de Web DDoS. Ensuite, plus la stratégie et les évolutions des hackers. Donc depuis que les attaques DDoS existent, il y a des systèmes qui ont évolué. Et puis, comment on le met en parallèle à travers les conflits mondiaux qu'on rencontre aujourd'hui et puis, en l'occurrence, les Jeux Olympiques. On donnera un petit peu plus de KPI, quelques données intéressantes pour mieux imaginer ce que ça représente, l'impact sur les entreprises en termes de temps d'inactivité ou de prod mis à l'arrêt, et puis financièrement ce que ça peut représenter. Et puis dans un dernier temps, quelles protections sont possibles aujourd'hui? Et là, en l'occurrence, on parlera de la marque Check Point et puis Radware, bien entendu, pour le savoir-faire DDoS. Tu as quelque chose à rajouter? Non? Alors, pour mettre un petit peu tout le monde au même niveau, il faut quand même resituer un petit peu de quoi on parle lorsqu'on parle de DDoS et de Web DDoS qui est plus moderne aujourd'hui. Pour faire un petit peu plus simple, même si là il y a beaucoup de choses à l'écran, l'idée c'est pour attaquer une cible, aujourd'hui vous connaissez tous, il y a des malwares, des virus, ce genre de choses, mais les hackers ont trouvé depuis pas mal d'années maintenant les capacités de mettre en berne des infrastructures des entreprises. Alors les cibles sont variées, au début elles étaient un peu toutes la même chose, soit on faisait, l'idée c'était d'inonder les pipes internet pour ne plus avoir la possibilité d'accéder à certains services qu'il y avait derrière, ou de s'attaquer directement aux serveurs. Ce qu'on voit simplement aujourd'hui, c'est que finalement les cibles se sont multipliées. Elles se sont multipliées ici comme on le voit à l'écran, et puis à travers les objets connectés du quotidien, on a aussi des portes d'entrée. Ouais, je pense qu'on va les séparer. On a des portes d'entrée qui sont multiples et des types d'attaques qui ont elles-mêmes évolué. L'attaque classique du déni de service, c'est à travers soit des ports ou des protocoles finalement d'envoyer pas mal d'informations pour saturer celui qui est au bout et qui ne soit plus du tout en capacité de délivrer quoi que ce soit comme information à l'utilisateur. Mais ça, c'était des attaques qui étaient typiques du début du DDoS. Et puis maintenant, on a des systèmes qui sont différents, comme par exemple l'inverse maintenant de faire du low and slow, c'est-à-dire cette fois ne pas arriver comme des bourrins avec un flux qui soit énorme, mais simplement être en capacité d'imiter des flux qui soient légitimes et pourtant qui sont tout de même des attaques DDoS qui ont la capacité de faire tomber, comme on dit, des serveurs. Tu veux rajouter quelque chose, non? Non, juste à dire que tout ce qu'on trouve aujourd'hui, notamment dans des offres opérateurs, va essentiellement s'intéresser aux larges attaques. C'est-à-dire ce qu'on voit au niveau du pipe Internet, ça représente à peu près un tiers des attaques DDoS qui sont à ce niveau-là, donc un tiers d'attaques DDoS qui, pour la plupart du temps, peuvent être protégées par l'opérateur. Ce qui veut dire que potentiellement les 2 tiers derrière sont capables d'impacter n'importe quel, même protégés par un opérateur. Alors, quelques idées un petit peu de chiffres pour quand même se représenter de quoi on parle. Dans les attaques classiques DDoS, et on verra le web DDoS ensuite, de 2023 à 2024, ça a fait en gros x2, pour faire simple. Donc ça donne un petit peu une tendance, c'est-à-dire que oui, il y a du malware, oui, il y a encore des virus sur le marché, mais c'est une façon d'attaquer qui devient de plus en plus à la mode, et on le verra tout à l'heure avec des façons très simples
pour les hackers ou simplement des personnes malveillantes d'attaquer des cibles avec des options en SaaS, comme si vous rentriez dans un magasin à la Fnac. Voilà, il y a des gammes différentes, choisissez votre attaque, choisissez votre taille, etc. On reviendra dessus plus tard. Les grandes ampleurs, c'est celles qui peuvent être associées à du multivecteur et ciblées à des grandes entreprises. On a vu 60% de plus en 2023. Et puis, ce qu'on appelle les malicious web transactions, 770% de plus. C'est colossal. L'idée, c'est que là, c'est un petit peu plus ciblé sur la partie usurpation, piratage informatique, etc. Et c'est un petit peu ce que... La bottom line, c'est un peu ce que tu disais avant, c'est-à-dire qu'on était vraiment sur la partie volume-based, donc c'est les fameux attaques à travers voilà, les pipes Internet pour inonder ces pipes, jusqu'à la request-based, et donc ça fait le lien avec ce qui vient après, c'est-à-dire les attaques de type layer 7. Et là, c'est pas x2, c'est un bon gros x4. Avant les attaques, comme je vous le disais, c'était sur cette partie layer plutôt 4. Et là, on s'attaque directement à la partie applicative. Et c'est là où, en plus d'être beaucoup plus impactant, ça demande un savoir-faire et une analyse des attaques qui soit beaucoup plus poussée, avec des mécanismes qui vont se rapprocher de l'analyse comportementale et pas uniquement sur des datas figées. C'est vos sources, c'est Radware. Allez, je vais te passer ça. Bon, j'espère qu'on m'entendra bien. La stratégie des hackers, déjà, que je voulais commencer un petit peu par ce slide pour vous montrer qu'il n'y avait pas grand monde qui était à l'abri des attaques DDoS d'une manière générale. Différentes raisons à ça. On va voir aussi qu'il y a eu pas mal de shifts. On avait beaucoup l'occasion de voir des attaques de DDoS de la part de la compétition. C'était bizarrement des sites comme des sites de casinos en ligne qui se trouvaient attaqués par des attaques DDoS. Par qui, par quoi, on se le demande. Ça pouvait être des attaques dites ransom DDoS. Donc on attaquait une instance, un petit peu, en disant je peux faire beaucoup pire, sauf si vous me payez une rançon. Donc c'était le type d'attaque qu'on voyait venir. Et là, ce qu'on a vu beaucoup effectivement ces dernières années, ce sont plutôt des attaques liées à des événements et qui sont en fait d'origine de cybercriminels qui sont des activistes. Et on va voir effectivement la nature de ces activistes. Comme le disait Pierre, effectivement, l'un des intérêts, c'est qu'il y a des outils qui existent. Des outils qui sont faciles, qui sont accessibles. Tout le monde peut les utiliser, ça se partage d'activiste en activiste. Et ça permet comme ça de propager un ensemble d'attaques qui vont se multiplier à travers le monde, qui vont créer vraiment un effet de masse important. Et bien souvent, ils se concertent les uns les autres pour attaquer soit des cibles complémentaires, soit les mêmes, même si parfois on a l'impression que les idéologies sont un petit peu différentes. Si je prends l'exemple des activistes pro-russes ou des activistes pro-islamistes, vous voyez que les aspirations ne sont pas tout à fait les mêmes. Et bizarrement, les techniques sont les mêmes parce qu'ils se les partagent. Bizarrement, les cibles sont parfois les mêmes, ou se complètent, ou se partagent. Et puis, il ne faut pas se leurrer, parce qu'en général, la plupart de ces gens-là, qui s'affichent sous des noms qui s'appellent No Name, qui s'appellent Anonymous Soudan ou autres, ils sont en train aussi de faire leur propre pub, et si possible, ensuite, de monnayer, pourquoi pas, leur savoir-faire pour des choses beaucoup plus privées et beaucoup plus lucratives. Mais c'est aussi un moyen pour certains, ou certaines de ces techniques, ou certaines de ces personnes, de promouvoir effectivement leurs outils et entre guillemets, essayer de s'en mettre aussi plein les poches. Juste une petite histoire un petit peu amusante, je vais faire une petite anecdote, comme on dit. Quand la guerre a commencé, donc quand les Russes ont commencé à charger sur Kiev, en même temps, il y a eu effectivement une salve d'attaques DDoS sur tout ce qui était institution gouvernementale de l'Ukraine. Ça s'est plutôt bien passé pour l'Ukraine parce qu'ils étaient plutôt bien protégés. Alors, je ne vous ferai pas l'affront de vous dire par qui ils étaient protégés, mais en l'occurrence, ils étaient plutôt bien protégés. Et puis, quelques semaines, quelques mois après, il y a eu une nouvelle salve d'attaques, mais beaucoup plus importante et surtout de nature différente. Et là, il n'y a rien qui a tenu. Donc vous l'aurez compris, Radware s'est fait attaquer parce que c'est nous qui protégions l'Ukraine. Donc l'Ukraine a été attaquée, le Radware a été attaqué. On a fait en sorte de patcher tout ça et de faire en sorte que
qu'on trouve des contre-mesures rapides, mais surtout, on n'a pas vu venir quelque chose qui était très nouveau, qui était non plus basé, comme tu disais tout à l'heure, sur un volume d'attaque, un volume de transactions, mais plutôt un nombre de requêtes par seconde, et surtout au niveau du niveau 7. C'est-à-dire qu'on a vu arriver des choses qui ressemblaient à du trafic légitime, sauf que c'était effectivement du trafic d'attaque. Et il a fallu trouver très rapidement une technologie complémentaire pour pouvoir contrer de façon automatique ces attaques-là. Donc quelques exemples effectivement de gens qui ont subi ces attaques. Donc ça ne s'est pas seulement propagé, ça ne s'est pas arrêté à l'Ukraine, mais ça s'est propagé à tous les pays qui vont protéger l'Ukraine. Donc on en a fait les frais. C'était souvent orienté soit vers des banques, soit vers des aéroports, soit vers des hôpitaux. Donc beaucoup de ces gens-là, alors tout ce qui pouvait faire du bruit, tout ce qui pouvait faire du buzz d'une manière générale, même des grandes instances comme Amazon a souffert de ces attaques-là. Là, en l'occurrence, c'est par des activistes pro-russes. Et puis, dans le même temps, il y a eu aussi des établissements de santé. Alors ça, en l'occurrence, c'est des activistes pro-islamistes et qui viennent régulièrement, effectivement. Ils s'appellent Anonymous Soudan, Mysterious Bangladesh Team. Donc, et par contre, le mode de procédatoire, comment on dit la façon de procéder, est toujours la même, c'est toujours les mêmes outils, c'est toujours attaquer au niveau 7, c'est toujours balancer beaucoup de requêtes par seconde, et comme il y a des facteurs aléatoires là-dedans, c'est impossible de créer une signature générique, il faut créer une signature à chaque fois qu'il y a une attaque qui intervient. L'impact financier, si tu voulais en dire deux mots, effectivement. Oui, vous voyez déjà à l'écran deux citations assez intéressantes. C'est que voilà, les attaques DDoS, déjà en termes de métriques, c'est plusieurs heures où voilà, on voit une attaque moyenne à durée de 68 minutes, ça peut aller de quelques minutes, plusieurs heures à plusieurs jours. Voilà, ce que les entreprises voient, c'est que voilà, chaque heure compte et peut valoir énormément d'argent. À droite, on voit une seule attaque DDoS peut coûter à une entreprise plus de 1,6 million de dollars. Là où je voulais aussi vous montrer un screenshot, c'est quelque chose qu'on trouve, c'est même pas sur du dark web, c'est sur du web classique. C'est des plans d'attaque en mode totalement service qu'on peut acheter avec n'importe quelle carte de crédit sur Internet. Je m'étais noté aussi quelque chose qu'on a vu nous chez un de nos clients, un groupe d'hôtellerie. C'est un truc qui est assez récent. Il y a eu une attaque DDoS sur le site de réservation. Évidemment, pour un site d'hôtellerie, c'est quand même impactant. Les moyennes qui sont ressorties du manque à gagner par jour de cette indisponibilité, c'est de 16 millions de dollars par jour. Et à l'IT, certains pics sur les grosses journées, ça a été jusqu'à 60 millions de dollars. Donc, oui, j'anonymise. Voilà, je te rends la parole. Merci. Alors, ce qui est bien avec ces gens, les activistes, c'est qu'ils se vantent, effectivement, comme je vous disais, ils font aussi leur pub. Donc ils s'en vantent, ils utilisent Telegram en l'occurrence, et nous, on s'est amusé à référencer un petit peu toutes les annonces Telegram qui ont été faites, en disant on va mener telle ou telle attaque, on a mené telle ou telle attaque. Et là, on voit un petit peu une timeline sur les 3 premiers trimestres de l'année 2023, où on s'est amusé à recenser tout ça. Je vous l'ai repris, même si ça date un petit peu, mais ça reste toujours d'actualité. Vous voyez qu'il y a des pics quand même qui ressortent, et à chacun de ces pics, en fait, il y avait quelque chose. Donc il y avait soit Macron qui annonçait qu'il allait intensifier son aide à l'Ukraine. Ici, c'est la mort de Naël. Je ne sais pas si vous vous souvenez, le petit jeune qui s'est fait tuer dans sa voiture jaune parce qu'il a fait un refus d'obtempérer. Donc ça a provoqué effectivement un pic d'activité. Et puis la troisième, c'est tout simplement le truc un peu plus, peut-être un peu moins grave, c'est qu'ils avaient interdit la baya à l'école. Et pareil aussi, ça a généré une vague de protestations et donc une vague d'attaques DDoS sur des instances, comme je disais, qui sont à peu près toujours les mêmes. Donc ce qui est clair, c'est que c'est ce que démontre ce graphe, c'est que on est très lié au contexte maintenant géopolitique. Il y a des activistes qui tapent partout. Et c'est pour ça qu'on fait le lien, bien sûr, avec les Jeux Olympiques. Ça a déjà commencé. On sait qu'il y a déjà, on a déjà, je dirais, muni certains de sociétés liées directement ou indirectement aux Jeux Olympiques parce qu'ils craignent fortement qu'il y ait une bataille d'attaque DDoS, vu sa simplicité à mettre en œuvre, vu les problèmes, vu les profils des attaquants. Et puis, on ne va pas dire que la France soit relativement épargnée entre, effectivement, les soutiens qu'on a eus par rapport à l'Ukraine et le soutien qu'on peut avoir aussi sur la laïcité. Donc, on est bien au milieu de la guerre. Qu'est-ce qui font que ces attaques, qu'on appelle chez nous les attaques de type tsunami,
Qu'est-ce qui change? C'est qu'on parle effectivement de requêtes par seconde, c'est plus un flux, on ne parle pas de gigabits par seconde, on parle de requêtes par seconde, et on peut arriver parfois à plusieurs millions de requêtes par seconde. On a déjà enregistré plusieurs millions de requêtes par seconde dans le cas d'attaques très élevées. C'est des flux qui sont chiffrés, donc difficiles à analyser, donc pour bien faire, il faut les déchiffrer, ou du moins les déchiffrer partiellement. Donc ce sont des techniques qui peuvent être coûteuses en CPU, mais qui sont importantes à mettre en œuvre. Et surtout, comme ils utilisent des multiples techniques qui permettent de rendre la chose un peu anonyme, et ça apparaît comme des requêtes légitimes. Donc ça veut dire que aussi bien un WAF qu'un DDoS ne peut pas contrer ce genre de choses, parce que pour le WAF, ça apparaît comme une connexion légitime, donc il n'y a pas de raison de l'arrêter. Et au niveau d'un DDoS classique, ça apparaît tout simplement comme pas étant une attaque de DDoS, puisqu'on n'a pas forcément des niveaux de bande passante qui sont élevés, mais c'est plutôt le nombre de requêtes par seconde qui vont ensuite saturer la cible qui se trouve être le serveur web. Quelles sont les protections possibles? Donc, c'est ce que je viens de dire, c'est que les protections classiques de type DDoS réseau ne s'intéressent pas vraiment aux attaques de niveau 7 et ne savent pas effectivement... Donc là, je vise plus particulièrement les protections DDoS de type opérateur, par exemple, qui n'ont pas cette capacité d'analyser ce qui se passe au niveau 7. Les WAF standards, pareil, vont s'intéresser aux tentatives d'exploitation de vulnérabilité, mais va voir effectivement ces connexions comme étant des connexions légitimes. Et puis, si on utilise d'autres technologies, type threat limiting, type géolocalisation ou autre, on va avoir fatalement un impact sur ce qu'on appelle l'expérience utilisateur. C'est-à-dire que si vous dites au-delà de 10 000 requêtes par seconde, j'élimine ce qui est au-dessus, vous prenez une attaque de 100 000 requêtes par seconde, vous éliminez 90% du trafic, vous éliminez aussi 90% du trafic légitime. Donc il faut trouver quelque chose qui apparaît le faire. La géolocalisation, c'est très bien, vous dites j'interdis la Chine, j'interdis la Russie, j'interdis... oui, mais ils utilisent des proxys un peu partout qui font qu'aujourd'hui c'est difficile de pouvoir limiter l'accès simplement par rapport à la géolocalisation. Donc c'est pas simple, il faut trouver des technologies différentes et c'est là-dessus effectivement qu'on a travaillé. Alors l'exemple que je vous montre ici, alors je ne vais pas aller très à fond dans la technique, mais c'est juste pour vous expliquer un peu le principe de la méthodologie qu'on utilise aussi bien pour le niveau 3 que pour le niveau 7, que pour également les attaques de type DDoS DNS, c'est de pouvoir combiner plusieurs facteurs en même temps. Si vous prenez la colonne de gauche uniquement avec ce qu'on appelle l'analyse du taux, enfin l'analyse de la bande passante, quand on est un opérateur, on va s'intéresser essentiellement à ça. On va regarder la bande passante en situation normale. Qu'est-ce que ça donne? Ça fluctue au long de la journée, ça fluctue dans la semaine, ça fluctue dans le mois. On peut dire qu'au-delà d'un certain seuil, on est safe, on peut protéger et il n'y a pas de souci. Et donc si on se retrouve effectivement dans le cas d'un RST flood attaque, qui est l'exemple du bas avec la même courbe en rouge, on voit qu'il y a un pic d'activité, donc c'est très certainement une attaque. Donc on va éliminer tout le flux qui est au-delà d'un certain seuil. Premier problème, c'est que si on élimine un flux au-delà d'un certain seuil, dans ce flux, il y a bien sûr du flux d'attaque, il y a une attaque qui est restée flood, mais il y aura très certainement aussi du trafic légitime qui sera éliminé. Et puis on peut se retrouver surtout dans le cas numéro 2, c'est-à-dire qu'on a un pic d'activité qui ressemble à ce qui est en bas, sauf que là, c'est pas une attaque, c'est simplement que je suis un site marchand et il y a un Black Friday. Je suis un site de médias et puis à un moment donné, je sors un article qui intéresse vachement le monde. Donc on a un pic d'activité, effectivement, qui n'est rien d'une attaque. Si on n'a pas effectivement les capacités à pouvoir déceler est-ce qu'il y a une attaque ou est-ce que c'est simplement un pic d'activité, on va avoir un souci. C'est pour ça que nous, dans notre approche, on va bien sûr regarder cette partie variante, mais on va voir aussi qu'est-ce qui ne varie pas dans le temps. On va regarder des choses particulières. Là, dans le cas d'un niveau 3, on va regarder par exemple les TCP flags, ce qu'on appelle les TCP flags, qui sont utilisés. C'est-à-dire qu'en temps de paix, on va écouter le trafic, et c'est là où c'est important, effectivement, ce que je veux dire, c'est qu'il faut qu'on puisse avoir la capacité, soit au travers de matériels qui sont chez le client, soit même au travers de matériels qui sont dans nos solutions cloud, puisque les deux solutions existent, il faut pouvoir regarder le trafic en temps de paix, pouvoir l'analyser, pour dire effectivement, je regarde les courbes, mais je regarde également quels sont les appels, les TCP flags qui sont régulièrement utilisés, et je crée des statistiques de ce type-là, pour voir quelle est la distribution des TCP flags. Dans le cas où on a une Black Friday, une forte affluence, un fort succès, effectivement, on a ce pic qui apparaît, mais vous voyez que le TCP flag, il n'a pas de raison de bouger. On est dans la même type de connexion, on a les mêmes types d'utilisateurs, donc la distribution reste la même, donc tout va bien dans le meilleur des mondes. Donc on est simplement dans le cas où il y a une amplification naturelle de ce qu'on observe habituellement.
Alors que dans le dernier cas, là on est clairement dans le cas d'une attaque, et on voit effectivement que la distribution varie largement et dévie totalement même de ce qu'on avait l'habitude de voir. Et là on peut définir, qu'on est en attaque d'une part, et d'autre part on est dans la capacité de dire tout ce qui va être de type RST machin, on va créer une signature de façon automatique, ça prend quelques secondes, mais automatiquement le logiciel, la solution, va créer une signature automatique qui va permettre de déceler quel est le trafic illégitime, de pouvoir l'écarter tout en continuant à laisser passer le trafic légitime. Et c'est là où effectivement on a je dirais une longueur d'avance, on a une technologie particulière par rapport à ça, c'est que notre engagement, c'est de dire, même en cas d'attaque, vous continuez à travailler. En cas d'attaque, vos serveurs sont toujours accessibles et on peut toujours continuer à communiquer. C'est une technologie telle que je vous l'ai décrit, c'est du niveau 3. Pour le web DDoS, pour les attaques de type niveau 7, on a fait la même chose. C'est-à-dire qu'on regarde non pas la bande passante, on va regarder le nombre de requêtes par seconde, et de l'autre côté, on va s'intéresser à des paramètres que l'on passe dans les structures HTTP, le nombre de paramètres, le nombre de cycles, le nombre de postes, le nombre de machins. Enfin, il y a toute la taille des paquets, etc. Il y a 40 paramètres comme ça qu'on va regarder à la loupe. Et on va regarder s'il y a effectivement des choses qui sont communes à tout le monde, qui vont permettre de créer cette sorte de signature de l'utilisateur légitime pour qu'en cas effectivement d'attaque, on puisse dire là, effectivement, on n'est plus dans les clous. Ça ressemble à quelque chose de légitime, mais pourtant, on a des appels qui sont différents, on a des choses qui sont différentes, qui sont clairement des attaques de type DDoS niveau 7. Je te rends la main. Oui, bon, vous avez vu le plus technique. Hein. Non, ça va. On va se calmer. Oui, alors, pour faire le parallèle un petit peu entre ce que tu viens de dire et aujourd'hui les couvertures en termes de cybersécurité, le DDoS, ça va être une partie uniquement de la couverture de cybersécurité que peut couvrir Checkpoint. On va retrouver ça surtout dans la partie Quantum, qui est la partie réseau, et un petit peu sur le cloud, je vais le montrer après. Simplement pour que vous ayez en tête que le DDoS fait partie, au niveau cyber, d'un plus grand prisme de ce qu'on va retrouver pendant les JO. Et finalement, même avec ce que tu viens de démontrer, tout n'est pas encore prêt, même pour des attaques de niveau 3. Le DDoS, finalement, alors ça, je ne vais pas vous faire toute la carte de ce que Checkpoint peut proposer aujourd'hui, simplement pour que vous ayez en tête que le DDoS, on va retrouver des systèmes de protection. On a parlé du WAF tout à l'heure qui se situe ici, et puis de la partie firewalling, qui est l'ADN de base de ce que fait Checkpoint et pourquoi Checkpoint a été créé. Donc voilà, ça va être surtout dans ces deux familles-là, mais Checkpoint n'étant pas l'acteur reconnu sur la partie DDoS, n'étant pas son cœur de métier, s'associe avec Radware pour proposer la famille DDoS Protector, qu'on ne retrouve même pas à l'écran ici, et dont je vais pouvoir te laisser parler un petit peu, en particulier avec la partie reconnaissance sur le marché, est hyper important. Ouais, je crois que c'est un accord avec Checkpoint qui doit dater maintenant d'une bonne douzaine d'années. Ah oui. Donc on est ce qu'on appelle un OEM, hein, on fait partie de leur catalogue. Ça veut dire que le produit qui chez nous s'appelle Defense Pro s'appelle DDoS Protector chez eux. Mais néanmoins, donc c'est le support Checkpoint, c'est le modèle de distribution et de discount de Checkpoint. Je veux dire, ils sont maîtres du bord par rapport à ce produit qui est leur produit. Mais c'est vrai qu'on s'associe, nous, Radware, très fortement au succès de ce partenariat. Donc c'est pour ça que, effectivement, on a adossé notre support au support de Checkpoint. Et même en avant-vente et ce type d'événement, on est là pour les supporter et pour les aider également. Donc c'est quelque chose qu'on veut réellement gagnant-gagnant dans cette affaire. On n'est pas simplement là pour dire on a un de nos produits à leur catalogue, mais on est vraiment associé à leur succès. Juste effectivement, ceci pour illustrer le fait que dans toutes les technologies, donc j'ai insisté sur la partie DDoS effectivement. Alors le DDoS mitigation, le 2023, le quadrant knowledge qui est en bas, c'est pas le dernier. Il y en a un qui vient juste de sortir, mais il ressemble quasiment comme deux gouttes d'eau. On est peut-être encore un petit peu plus en haut à droite. Hein. Vous voyez pas les autres noms. Je vais vous les citer rapidement parce que on va quand même être fair play, mais vous allez trouver des gens comme Cloudflare, des gens comme NetScout qui sont d'ailleurs ici aujourd'hui. Vous allez trouver des gens comme Imperva ou des gens comme Akamai. C'est en général toujours les mêmes leaders qu'on va retrouver
aussi bien dans le Forester et même sur la partie WAF, qui est plus la partie que vous voyez en haut à gauche. Donc le WAF et puis la partie Bot Manager, on va retrouver effectivement là aussi à peu près les mêmes protagonistes. Donc vous voyez que sur toutes ces technologies, on est largement bien plébiscité, bien noté. Et c'est vrai que sur la partie mitigation des DOS, on a une légère longueur d'avance par rapport aux autres. On a des solutions complexes. On a quand même une antériorité de 14 ans sur ce type de technologie et surtout sur la méthode un petit peu que je vous ai décrite tout à l'heure. Donc on peut parler de machine learning, on peut parler de mitigation, on peut parler maintenant d'intelligence artificielle, c'est dans l'air du temps, mais globalement ça revient toujours effectivement à cette notion de connaissance et d'apprentissage du trafic légitime pour pouvoir mieux déceler le trafic illégitime. Et là-dessus, on est clairement très en avance. Voilà. Tu ne montres pas peut-être l'approche hybride tout de suite avant que je fasse la... Oui, juste pour vous montrer effectivement, parce que peut-être que vous aurez la question, c'est comment on se déploie. En fait, il y a plusieurs approches. Alors, l'approche, je dirais aujourd'hui la plus utilisée, ça va être l'approche certainement en mode cloud. On a ce qu'on appelle des scrubbing centers. On en a 3 dans la CEE, dont un qui vient d'ouvrir à Paris il y a 1 mois et demi. Donc en fait, l'idée, c'est la suivante. Si je prends le chemin de droite, c'est de dire, effectivement, tout mon flux réseau, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, va passer par ce scrubbing center. C'est la protection pour moi la plus efficace. Pourquoi ? Parce que on analyse le trafic, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, en temps réel. On essaye de créer ces algorithmes ou de créer ces statistiques qui vont permettre, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, d'identifier, de clarifier, de voir quel est le trafic légitime. Et puis, en cas d'attaque, immédiatement, la protection se met en route, instantanément. La signature va se créer pour contrer les attaques DDoS. C'est un service qui est full managé, c'est-à-dire que les gens qui sont à l'autre bout n'ont rien à faire. Ils ont juste à constater parfois qu'ils sont sous attaque et puis à regarder effectivement si tout se passe bien et si le trafic légitime continue de passer de façon normale. Sachez que je connais 2 des 4 plus grosses banques françaises en France qui sont équipées comme ça. C'est-à-dire qu'ils ont quand même relativement confiance en hardware puisque leur flux trafic réseau, je ne parle pas d'un bout de fil dans un coin, c'est leur trafic réseau passe intégralement par nos scrubbing centers avant effectivement de retourner chez eux. Donc ça veut dire qu'on a intérêt nous aussi à afficher des taux de disponibilité et de fiabilité qui soient importants. On peut le faire en mode on-demand, c'est-à-dire le mode on-demand, ça veut dire qu'on le fait uniquement en cas d'attaque. C'est en général moins cher. Le désavantage, c'est qu'il n'y a plus cette notion d'apprentissage. Donc forcément, la mitigation, comme on dit, sera moins fine. On n'a pas la connaissance du trafic légitime, donc on pourra appliquer des règles, on va dire un peu standards, un peu les règles que peuvent faire les opérateurs, mais on n'aura pas effectivement cette compétence-là. Et puis on a toujours des boîtiers, et c'est pas rien de le dire, parce qu'on a toujours des clients qui préfèrent utiliser des boîtiers. Alors parfois ces boîtiers, comme dans certains clients, ont été utilisés pour faire donc de la protection, notamment niveau 3 et niveau 7, en plus de la protection de leur opérateur, parce qu'il y avait peut-être un trou dans la raquette à ce niveau-là, et c'est des solutions qui fonctionnent. Ou alors, on peut utiliser une approche qui soit complètement checkpoint, en disant on a un boîtier sur site, et si ce boîtier, effectivement, il va absorber tout ce qu'il peut absorber comme attaque, et si ce boîtier lui-même ou le routeur est en passe d'être saturé, et bien à ce moment-là, de nouveau, on repasse la main à une protection DDoS dans le cloud. Et à ce moment-là, tout ce qu'on a appris au niveau du boîtier, c'est la petite flèche en pointillé, et bien tout ce qui a été appris au niveau du boîtier, toutes les signatures qui ont été prises, toutes les identifications de trafic légitime qui ont été apprises, vont être transmises au boîtier hybride, au cloud DDoS, pour avoir le même niveau de compétence, le même niveau de connaissance que le boîtier en lui-même, et donc limiter le nombre de faux positifs. Voilà. Il n'y a pas d'approche qui soit meilleure que l'autre. Il y a juste à s'adapter en fonction du client, en fonction de ses demandes. Certains préféreront des solutions full cloud parce qu'ils n'ont pas besoin de déployer de boîtier. D'autres, au contraire, préfèrent garder les boîtiers chez eux. Il n'y a pas de meilleure solution, mais il y a toutes les solutions sont possibles. Bon, on va conclure. Qu'est-ce qu'on peut retenir de tout ce qu'on a vu aujourd'hui ? La première chose, on en a moins parlé, mais c'est quand même indispensable aujourd'hui, c'est tout l'aspect compliance. Et on le voit dans les réglementations, le volet DDoS, et en tout cas se protéger contre de telles attaques, grossit d'année en année.
Au niveau des prédictions géopolitiques, pareil, ça va pas aller en s'améliorant. Ce que je m'étais noté aussi pour vous, c'est que voilà, dans les attaques de plus en plus sophistiquées, on l'a vu tout à l'heure, mais il y a quelque chose qu'on n'a pas abordé, c'est que les hackers vont aussi utiliser ces groupes d'activistes pour avoir des points d'entrée qui soient de plus en plus légitimes et les plus divers possibles. J'entends par là que les groupes se forment et grossissent à vue d'œil avec des machines, donc des serveurs ou des ordinateurs qui, pour le coup, ont la difficulté pour la partie sécurité de ne pas pouvoir être identifiés comme étant des hackers. Il y a une tendance, effectivement, qu'on a vu apparaître, qui est assez amusante, si tant est que ça soit amusant, c'est que la plupart du temps, pour pouvoir faire des attaques DDoS dans le passé, il fallait ce qu'on appelle un réseau de botnet. C'est-à-dire qu'on allait infecter effectivement un certain nombre de machines, à l'insu de par le plein gré, peut-être la vôtre, avec un petit bout de logiciel qui va simplement être déclenché par un command and control pour provoquer une attaque, pour que toutes ces machines affectées au même moment viennent attaquer. Il y a un phénomène qui est arrivé justement avec notamment les activistes pro-russes, c'est que c'est carrément des volontaires. C'est des gens comme vous et moi, pro-russes, qui se disent moi je veux participer et je vais utiliser ma machine, mon PC, pour faire des attaques. Donc c'est grosso modo des réseaux de botnet humains, si je peux les appeler comme ça. Et c'est quelque chose d'assez nouveau, comme quoi effectivement il y a suffisamment de gens motivés dans le monde pour agir contre l'Ukraine, ou du moins pour la Russie, pour générer des attaques importantes. Et donc plus difficile à identifier en tant que... Ouais, bon, on a vu un petit peu le tour. Je pense qu'il nous reste un petit peu de temps. C'est le moment pour certains, si vous avez des questions, de nous les poser. Et puis sinon, de vous remercier pour votre présence. Pas de questions, sûr ? C'était très clair, c'est ça. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir nous voir. On peut reprendre rendez-vous, on peut vous faire une présentation de produit, on peut aller faire une démo, enfin voilà. Pas ici, mais on pourra prendre rendez-vous pour faire ça. Donc il n'y a pas de souci. Merci à tous.